né à Marseille le 4 septembre 1896. Mort à Ivry le 4 mars 1948. Très bien. Seulement voilà, tous les écrivains savent cela, les dates mentent. À qui fera-t-on croire qu'Antonin Artaud est né le 4 septembre 1896, quand lui-même déclare à Jacques Rivière le 25 mai 1924 « Je puis dire, moi, vraiment, que je ne suis pas au monde, et ce n'est pas une simple attitude d'esprit. » À qui fera-t-on croire qu'Antonin Artaud n'est pas né plus tôt ce 13 janvier 1947, quand devant une assemblée médusée, il s'accouche lui-même, en direct, sur la scène du théâtre du Vieux Colombier, 14 mois avant la date de sa mort administrative. Alors, Antonin Artaud serait-il mort avant d'être né? C'est une hypothèse qui irrigue en toute absence de preuves le film que vous allez voir. Bienvenue dans la crypte. D'ordinaire, les récits qui relatent l'expérience de la naissance sont des récits de mère. Les 26 tomes parus des œuvres complètes d'Antonin Artaud constituent l'histoire d'une naissance racontée par le bébé lui-même, à tous les stades de sa gestation. En 1925, il définit cette zone de transit où, dans le faux jour d'une salle d'attente, il rêve d'un livre qui dérange les hommes, qui soit, dit-il, comme une porte ouverte et qui les mène où il n'aurait jamais consenti à aller, une porte simplement à boucher avec la réalité. Ce livre, ce sera l'ombilique des limbes. Artaud a le génie des titres. Un livre où on peut lire ceci. Ne croyez-vous pas que ce serait maintenant le moment d'essayer de rejoindre le cinéma avec la réalité intime du cerveau? Alors allons-y. Une petite fille morte dit « Je suis celle qui pouffe d'horreur dans les poumons de la vivante. Qu'on m'enlève tout de suite de là. » Je baisse les yeux du lustre. Je me jette sur le lit. Et tourné du côté de l'ombre, je vous vois, mes filles, mes reines. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, ou du sexe de nouveau-nés flagellés mis en rage, tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel. Ceci n'est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la terre. Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d'anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique, car... etc., etc. Van Gogh, le suicidé de la société, 1947.
En 1924, Jacques Rivière, directeur de la NRF, refuse les poèmes que lui soumet Artaud. Mais il lui propose de publier l'échange de leur correspondance où celui-ci s'explique sur son indélébile impuissance à se concentrer sur un objet. L'ensemble, écrivait Rivière, formerait un petit roman par lettres qui serait assez curieux. Mais Artaud, s'il est séduit, repousse le terme de roman. Cher monsieur, pourquoi mentir? Pourquoi chercher à mettre sur le plan littéraire une chose qui est le cri même de la vie? Pourquoi donner des apparences de fiction à ce qui est fait de la substance indéracinable de l'âme, qui est comme la plainte de la réalité? Oui, votre idée me plaît, elle me réjouit, elle me comble, mais à condition de donner à celui qui nous lira l'impression qu'il n'assiste pas à un travail fabriqué. La correspondance avec Jacques Rivière est la mise à feu d'une bombe hurlante qui va traverser un quart de siècle avant de venir exploser avec une extraordinaire précision sur la scène de l'après-Auschwitz. Dynamitage de la pensée, éclairage zénital du désastre, surexposition du mal. L'arme absolue d'Antonin Artaud, on l'aura compris, c'est sa maladie. Je suis, écrit-il, celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses relations avec la pensée. Je suis celui qui a le mieux repéré la minute de ses plus intimes glissements. En quoi la maladie d'Artaud nous intéresse-t-elle aujourd'hui à l'aube du 3e millénaire? Écoutez-le. Il faut que le lecteur croie à une véritable maladie et non à un phénomène d'époque. À une maladie, prêtez l'oreille, à une maladie qui touche à l'essence de l'être et à ses possibilités centrales d'expression et qui s'applique à toute une vie. Et que dira Heidegger dans son maître livre Sein und Zeit, publié 3 ans après la correspondance avec Jacques Rivière? La question du sens de l'être est la plus universelle et la plus vide, mais en même temps elle contient la possibilité de se concrétiser et de se concentrer dans un être là, individuel. Un exemple de cette concrétisation, les premières lignes d'un scénario qu'Artaud donne à la NRF en 1930. Place de l'Alma, un homme angoissé pense qu'il va mordre. Il fait les 100 pas, attendant une femme qui ne vient pas. Il est 2 heures du matin. La place est complètement vide. Une voiture de boucherie arrivant à toute vitesse tourne brusquement et perd un bœuf. Ces lignes étaient précédées d'un avertissement. On retrouvera dans ce film une organisation de la voix et des sons pris en eux-mêmes et non comme la conséquence physique d'un mouvement ou d'un acte, c'est-à-dire sans concordance avec les faits. Son, voix, image, interruption d'image, tout cela fait partie du même monde objectif où c'est par-dessus tout le mouvement qui compte. Et c'est l'œil qui finalement ramasse et souligne le résidu de tous les mouvements. Artaud se sert donc de sa maladie pour tenter d'atteindre une réalité qui lui échappe. Il n'est décidément pas au monde. Il sait que la vraie vie est là-bas, bruissante comme une volière. Mais comment en forcer l'accès? Des ombres surgissent, se multiplient, puis s'évanouissent dans un songe. L'oreille collée à la membrane, Artaud enregistre la rumeur. Pourquoi des yeux, s'écriera-t-il, quand il faut inventer ce qu'il y aurait à regarder? Inlassablement, tout au long d'une correspondance devenue inséparable de son œuvre, il précise son diagnostic. Je ne sens la vie qu'avec un retard qui me la rend désespérément virtuelle. Et il consulte, guérisseur, herboriste, radiesthésiste, acupuncteur, voyant, thaumaturge. Il accepte même de se prêter à un traitement psychanalytique. Vite interrompu, on comprend. Mais son mal semble inaccessible et c'est encore et toujours aux drogues qu'il demande de calmer sa souffrance. Opium, laudanum, chloral. Lorsqu'il arrive à Paris en 1920, Artaud est d'abord attiré par le théâtre et le cinéma. Le théâtre surtout.
Et le théâtre, c'est alors Lunier-Pau, Gémier, Pitoëf, Dulin qui l'accueillent au théâtre de l'Atelier. Immédiatement, Artaud s'empare de cet instrument et en fait une machine de guerre, une machine de survie. Survie pour lui-même, survie pour l'espèce. Le théâtre, écrit-il en 1946 dans le préambule à ses œuvres complètes, c'est l'échafaud, la potence, les tranchées, le four crématoire ou l'asile d'aliénés. Quel chemin parcouru pour en arriver à ce point de clairvoyance. Artaud donnera un nom à ce théâtre. Ce sera le théâtre de la cruauté. Il s'agit, écrira-t-il, de rendre à la représentation théâtrale l'aspect d'un foyer dévorant. Bien entendu, nous ne disposons pas de captation de ce théâtre qui culminera en 1935 avec la représentation et l'échec public des Cenci, dont il sera à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal. Mais du moins pouvons-nous nous en faire une idée faible à travers les rôles qu'il tient au cinéma vers la même époque, comme ici dans Faits divers, premier film à prétention avant-gardiste de Claude Autant-Lara. De 1920 à 1935, l'activité d'Artaud ne faiblit pas. Entre deux cures de désintoxication, il franchit comme une boule de feu la révolution surréaliste, trouve le temps de tomber amoureux d'Anaïs Nin après une expérience désastreuse avec Jenica Athanasiou, crée avec Vitrac et Aron le théâtre Alfred Jarry, traduit Le Moine de Lewis, rédige Héliogabal, sans cesser de hanter les studios du cinéma.
Avant qu'il ne désespère tout à fait du cinéma, Artaud laissera quelques mémorables compositions. Celle du moine Massieu dans le Jeanne d'Arc de Dreyer, celle de Savonarole dans Lucrèce Borgia d'Abel Gance, celle de Marat dans le Napoléon, également d'Abel Gance. Mais bien, je vous fais peur. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, ce sont des choses graves. Ma sœur Eugène? Reste au fils au camp! J'ai pu me procurer la liste des Girondins qui veulent vous assassiner. Et tu peux me livrer les noms? Oui. Ah, je t'écoute. Barbarou. Barbarou. Vergniaud. Ferme ce rideau! Nom de Dieu! Oui, c'est cela, le théâtre de la cruauté selon Artaud. Quelque chose d'aussi délirant, d'aussi communicatif qu'une épidémie de peste. Quand je vis, dit-il, je ne me sens pas vivre, mais quand je joue, c'est là que je me sens exister. Car le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges. Il est certain qu'Artaud aurait bien rigolé devant ces images fabriquées à l'aide d'une petite caméra DV qui crache à 8 images secondes ce qui reste de notre humanité. Mais est-ce si sûr? Voici comment il présente le personnage central d'un scénario écrit vers 1924. Il a été frappé d'une maladie bizarre. Il est devenu incapable d'atteindre ses pensées. Les mots ne répondent plus à son appel. Il en est réduit à ne voir défiler en lui qu'un surcroît d'images contradictoires et sans grand rapport les unes avec les autres. Tout à coup, on frappe à la porte. Des sbires entrent. On se jette sur lui. On lui met la camisole de force. Il est emporté chez les fous. Il devient fou, réellement. Etc., etc. Arrêtez ce tam-tam, bordel! Pas l'image, juste le tam-tam. Bon, et toi, Jean-Claude, enchaîne, avec la citation suivante. Le corps est une multitude affolée, une espèce de mal à souffler qui ne peut jamais... Non, pas celle-ci, plus loin, plus loin. Le difficile est de bien trouver sa place et de retrouver la communication avec soi. Le tout est dans une certaine floculation des choses, dans le rassemblement de toute cette pierrerie mentale autour d'un point de magique utilisation des choses. Et je crois aux aérolithes mentaux, à des cosmogonies individuelles. Je participe à la gravitation planétaire dans les failles de mon esprit. En février 1932, Artaud décrit son état à l'un de ses multiples correspondants. Il y a une certaine sensation de vide dans les nerfs faciaux, mais un vide actif, si j'ose dire, et qui physiquement se traduisait par une sorte d'aimantation du devant de la figure. Et avec cette sensation de fatigue colossale, affreuse, cet écrasement d'une force et on dirait d'un volume, d'une dimension telle qu'il donne l'impression du poids d'un monde sur les épaules, il collecte on ne sait quelle affectivité cosmique. Il rejoint la sensibilité tactile, le toucher vaste des communications d'un astre à l'autre, etc., etc. Rien n'éclaire mieux les états successifs par lesquels passe Artaud où l'urgence du présent suralimente une chaudière perpétuellement sur le point d'exploser que son écriture, ou plutôt sa graphie, qui rendra si difficile le déchiffrement des 406 cahiers d'écoliers. Vous avez bien entendu, 406 cahiers, qui occuperont les 4 dernières années de sa vie. Car avec l'écriture, progressivement, c'est la danse qui s'empare de la place laissée libre par un théâtre introuvable. Je ne pourrais croire, s'écriait Nietzsche, qu'à un dieu qui sache danser. Désormais, Artaud va danser sa vie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit, notera-t-il bien plus tard. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes. Alors vous lui réapprendrez à danser à l'envers comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Le 10 janvier 1936, il s'embarque pour le Mexique à la recherche d'une nouvelle idée de l'homme, autant dire à la recherche de l'impossible. Comme toujours, il ne manque pas d'envoyer des messages d'affection à sa mère.
à sa sœur. À qui rêve-t-il? À quel arrachement nouveau? « 7 février 1936. Tout va bien. Tout est souligné 3 fois. Traduit dans le langage de la danse à l'envers. Que faut-il entendre? Octobre 36, retour à Paris. Neuf mois plus tard, il réembarque pour l'Irlande où il accoste le 14 août 1937. Se souvient-il alors de ce qu'il écrivait en 1925? Tous mes rêves sont sans issue. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on m'enferme définitivement. 12 ans plus tard, à l'occasion de ce voyage en Irlande, ce sera chose faite. Villévrard, une banlieue pavillonnaire de la région parisienne. Artaud y passera 4 ans, du 27 février 1939 au 22 janvier 1943. 4 années d'enfermement, à l'heure où Hitler signe un décret à effet d'accorder la délivrance par la mort aux personnes qui, dans les limites du jugement humain et à la suite d'un examen médical approfondi, auront été déclarées incurables. Voilà. 4 années, ici. Avec, vous voyez là à droite, les volets clos. La cellule capitonnée où on enfermait les agités. 4 années. Mais saura-t-il seulement que la guerre a été déclarée? Le passeport d'Artaud est éloquent. C'est le passeport d'un SDF. Regardez bien. Tout est en règle. Cachet, attestation, d'entrée, de sortie, Mexique, Irlande, puis plus rien. Des numéros de téléphone, des rendez-vous notés à la volée et des phrases comme écrites sous la dictée. Des glossolalies. Antonin Artaud ne voyage plus qu'en lui-même. Pour la nouvelle contrée qui s'ouvre à lui, il n'a plus besoin de passeport. On peut s'y rendre en chemin de fer. Il faudrait ici une voix terriblement lasse pour évoquer ce jour du 11 février 1943 où Antonin Artaud arrive à Rodez, en pleine guerre, pour être transféré dans l'asile que dirige le docteur Ferdière. D'un château l'autre, aurait dit quelqu'un. Artaud résumera la situation. Antonin Artaud est mort à la peine et de douleur à Villévrard au mois d'août 1939, et son cadavre a été sorti de Villévrard pendant la durée d'une nuit blanche comme celle dont parle Dostoïevski. À quoi, encore une fois, répond l'écho anticipé de Rimbaud. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu? En tout cas, rien des apparences actuelles. Le 20 juin 1943, Antonin Artaud reçoit le premier des 58 électrochocs qui marqueront son séjour à Rodez. Un délire mystique s'est installé en lui et canalise son inspiration. Il écrit par exemple au docteur Ferdière. Là où la poésie qui n'est qu'humaine ne fait que nous imposer sur terre le regret d'une chose qui n'existe pas, la poésie de Dieu donne en nature et en fait ce que les rêves ne font que promettre. Et elle le donne dans ce monde-ci. Dieu par nature est un être bizarre et qui n'a jamais aimé que les rebelles et que les fous.
Les témoins rapportent que lorsqu'il fut autorisé à circuler en ville, Artaud aimait à venir ici se recueillir et peut-être souffler sur d'anciennes braises. Ce flux, écrivait-il naguère, cette nausée, ces lanières, c'est dans ceci que commence le feu. Le feu des langues, le feu tissé en torsade de langue. S'il est quelque chose d'infernal et de véritablement maudit en ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes, au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. Mon maître m'a dit, va et chasse-les de leur trône. En 1937, avant son départ pour l'Irlande, Artaud avait publié une plaquette sans nom d'auteur intitulée « Les nouvelles révélations de l'être », où une fois de plus il assume son destin. Si l'on a fait de moi un bûcher, c'était pour me guérir d'être au monde. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui ne connaît le bonheur d'être au monde que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Morts, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Je ne suis pas mort, mais je suis séparé. Où en est Artaud lorsqu'il arrive à Rodez, en proie à un mal qu'aucun médecin n'est parvenu à circonscrire? Échec sur toute la ligne, déficit de la pensée, impossibilité à naître, à s'incarner, il le dira sur tous les tons. Je n'accepte pas de n'avoir pas fait mon corps moi-même. Le mot-clé ne serait-il pas le mot de gestation? Gestation, ce qui précède la naissance. Temps de gestation, 21 jours chez la souris, 640 jours chez l'éléphant. Combien d'années pour Antonin Artaud, si tant est que la naissance puisse en être tenue pour le terme inéluctable? Fin 1943, à la demande du docteur Ferdière, Artaud rédige le rite du Payol chez les Tarahumara, qui fait suite à un texte publié dans la NRF à son retour du Mexique. Je n'allais pas au Payol tant curieux, écrit Artaud, mais au contraire en désespéré, qui veut enlever de soi encore un dernier lambeau d'espérance, détacher la dernière petite fibre rouge de l'espérance spirituelle de la chair. J'allais donc vers le Payol pour me laver. Ce manuscrit est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale et il s'achève sur ces mots. Voilà à peu près tout ce que les Tarahumara m'ont appris sur la question. J'espère que ce petit travail vous aura apporté ce que vous en attendiez. Peut-être ces quelques mots en disent-ils long sur ce qu'en effet le docteur Ferdière attendait de ses pensionnaires. Page suivante. Le cahier se transforme en lettres. Retour aux vicissitudes quotidiennes. J'ai reçu hier soir samedi un petit colis de ma mère contenant un peu de chocolat, quelques petits pains d'épices et quelques morceaux de sucre. Ma mère est très âgée. Elle a 73 ans et elle vient d'avoir une crise de rhumatisme qui l'a cassée en deux. Et elle m'envoie tous les suppléments qu'elle reçoit. C'est affreux, etc., etc. Lorsque le rite du Payol sera publié en revue en 1947, Artaud le fera suivre d'un post-scriptum. J'ai écrit le rite du Payol en état de conversion, et avec déjà 150 ou 200 hosties récentes dans le corps. Vous voyez ici la chapelle de l'asile, tout ce qu'il reste de l'établissement. On en devine encore le mode d'emploi. Début 1945. Pour Artaud, tout recommence. Voici le premier des 406 cahiers qu'il remplira pendant plus de 3 ans. Ici commence une autre écriture. Une écriture sans repos, poursuivie dans la fièvre, soulevée par des accents prophétiques. Une écriture à jamais inachevée. Naissance explosive. Nouveau théâtre. Je ne suis pas au Mexique, écrit-il dans ce premier cahier. Je suis seul, seul dans la lutte de mes angoisses propres. Je n'ai ni théâtre, ni scène, que le théâtre de mon inconscient et de mon cœur. Le 26 mai 1946 au matin, sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris, le docteur Ferdière confie Artaud à ses amis parisiens.
Le 7 juin, une matinée théâtrale est organisée à son bénéfice. Tous ses amis sont là, de Colette Thomas à Jean-Louis Barrault, de Roger Blin à Arthur Adamoff, d'Alain Cuny à Charles Dulin. Tous, sauf Artaud lui-même, qu'on tient à l'écart, de peur d'un scandale. Il rôde autour du théâtre. C'était le théâtre Sarah Bernard à l'époque. C'est aujourd'hui le théâtre de la ville. Et ce sont d'autres indésirables qui tournent sans fin. Autre temps, autre mœurs. Oui, on peut dire ça comme ça. Libérez les sans-papiers! Le 13 janvier 1947, Artaud donne une conférence au théâtre du Vieux Colombier. Il emporte avec lui 3 cahiers comme celui-ci. Descente à pic dans le maelstrom de la souffrance. Voilà longtemps, très longtemps, il y a bien 50 ans peut-être, puisque comme le comporte mon état civil, je suis dit être né le 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France, et que j'ai donc, socialement parlant, quelque chose comme 50 ans et 4 mois. Voilà donc plus de 50 ans que je me suis rendu compte d'un insigne et faramineux mensonge. Ce mensonge est que l'humanité a quelque part une bête qu'elle n'a jamais voulu éliminer, etc., etc. C'est une ultime représentation du théâtre de la cruauté qu'offre Artaud à ses anciens et nouveaux amis. Breton, Gide, Camus, Dubuffet. S'attendait-il à un spectacle aussi perturbant, aussi pathétique? Artaud s'en expliquera. La question est bien là. Quand Artaud se déchire lui-même pour faire sauter le théâtre et vienne souffrir devant le public 3 poèmes qu'il a écrits sous l'effet des plus ignobles envoûtements. Les cahiers qu'à cette époque Artaud remplit compulsivement prolongent la scène de ce théâtre clinique. Exercice d'obstétrique, gymnastique des muscles de la pensée, essai d'incarnation. Parfois, pour faire le point, il dresse un miroir parmi les mots et se regarde. Autoportrait d'un homme envoûté qui n'accepte pas de n'avoir pas fait son corps lui-même.
Une lave volcanique, voilà ce qu'Artaud déverse sur ses cahiers. Une lave qui charrie tout ce qu'elle rencontre sur son passage et s'en prend au corps même de la page où elle déferle. Ses dessins sont des cris. Ils viennent du fond de la gorge et s'incarnent comme un ongle dans le papier. Agression, suffocation. Un corps s'acharne sur un autre corps. Redoublement du théâtre sur une autre scène. L'inspiration n'est qu'un fœtus, écrira Artaud. Et le verbe aussi n'est qu'un fœtus. Je sais que quand j'ai voulu écrire, j'ai raté mes mots. Et c'est tout. Et je n'ai rien su de plus. Que mes phrases sonnent le français ou le papou, c'est exactement ce dont je me fous. Mais si j'enfonce un mot violent comme un clou, je veux qu'il suppure dans la phrase comme une échymose à 100 trous. « 50 dessins pour assassiner la magie. » Il ne s'agit pas ici de dessin au propre sens du terme, d'une incorporation quelconque de la réalité par le dessin. Ils ne sont pas une tentative pour renouveler l'art auquel je n'ai jamais cru, du dessin. Non, mais pour les comprendre, il faut les situer d'abord. Ce sont 50 dessins pris à des cahiers de notes littéraires, poétiques, psychologiques, magiques, magiques surtout, magiques d'abord, et par-dessus tout. Ils sont donc entremêlés à des pages, couchés sur des pages où l'écriture tient le premier plan de la vision. L'écriture, la note fiévreuse, effervescente, ardente, le blasphème, l'imprécation. Novembre 1947. Pour en finir avec le jugement de Dieu. Une commande de la radiodiffusion française. Interprète, Antonin Artaud, Roger Blin, Paul Thévenin, Maria Cazares. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix. Très en bas, comme un castré dans la terre-mère, des encastrés de l'étreinte immonde de la mer, qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de roche. Quelques semaines plus tard, l'émission est interdite d'antenne. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, c'est la fin. 3 mois après l'enregistrement de cette émission, Artaud le Feu, s'éteint dans des circonstances qu'il avait lui-même décrites à l'âge approximatif qu'il avait sur cette photo. Dernier mot d'un récit intitulé « Le pion aux lunettes bleues ». La porte fut enfoncée.
Mais déjà notre malheureux pion gisait étendu à terre, avec ses yeux morts, et une fiole de laudanum qui s'était brisée à côté de lui sur le plancher. Car Artaud avait compris le truc. On ne devient pas homme, écrivait-il. On est homme, mais après avoir été forcé à devenir petit enfant. Ma chère maman, pardonne, pardonne, je t'en supplie, à un fils coupable, à mon cœur repentant. Oh, maman, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime et le remords de ma faute me torture. Je suis fou, je suis un monstre, etc., etc. Voici enfin le dernier des 406 cahiers. Sur la première page, la magie existe. Un peu plus loin, une date, 4 mars 1948. Un rendez-vous, sans doute. Mais ce sera aussi la date de sa mort. Et puis ceci, lu à la volée. Le même personnage revient chaque matin accomplir sa révoltante, criminelle et assassine sinistre fonction, qui est de maintenir l'envoûtement sur moi, de continuer à faire de moi cet envoûté éternel, etc., 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 etc. Ce sont ses derniers mots. Autrement dit, à suivre. En 1936, Anaïs Nin note dans son journal « Artaud est une victime du capitalisme ». Et si pour cette raison même, il en avait été aussi le plus ardent dénonciateur. Le monde n'est pas une marchandise. Nous saignons sous la coupe des multinationales. Défendons le droit des peuples contre le dictat des multinationales. Pardon, allez-y. Défendons la santé, l'éducation, l'alimentation, le droit des travailleurs, la domination des multinationales sur le monde. Le matin du 4 mars 1948, le jardinier de la maison de santé d'Ivry découvre Antonin Artaud mort au pied de son lit. Auprès de lui, une bouteille de chloral, vide. Il tient une chaussure à la main. Ce 4 mars 1948, avant même que les gazettes ne s'emparent de la nouvelle, c'est encore la météo qui se montre la plus clairvoyante. L'anticyclone européen maintient sur la France un flux d'air continental. Des brouillards et des brumes se sont formés en fin de nuit du 3 au 4. Ils se dissiperont dans la matinée du 4 et le temps sera beau sur l'ensemble du pays. Retour à la conscience ensoleillée, aurait dit Georges Bataille.